Donc, bienvenue pour ce webinaire qui s'appelle Le prix n'est pas le problème. C'est le dernier webinaire atelier conférence que j'ai écrit il y a quelques mois maintenant. Je l'ai animé plusieurs fois. On va pas mettre des coups de pied dans les portes, mais de temps en temps, vous allez voir, on va un peu enfoncer des portes ouvertes. Quand on parle de la vente, il y a beaucoup de choses que l'on connaît déjà, beaucoup de choses que l'on sait. On les met pas toujours en pratique, d'où un peu l'image enfoncer les portes ouvertes. C'est aussi un moyen pour moi, discrètement, de vous montrer que je suis toujours un peu agile. Une chose qui est importante quand on parle de prix, c'est essentiel, ne jamais transposer sa perception du prix, c'est-à-dire ne jamais penser à la place de, ne jamais croire que son prix va être considéré comme cher, etc., etc. Donc, c'est pas parce que vous considérez ou vous pensez qu'un prix est cher que la personne en face de vous a la même pensée. Donc, ne transposez pas votre propre perception du prix dans une relation commerciale. Quand je pose la question, quelle est l'objection la plus entendue dans 95% des réponses, et j'ai encore eu le cas ces dernières semaines dans des formations, dans 95% des réponses, la réponse est c'est trop cher. C'est l'objection qui est la plus entendue. Alors, à force de l'entendre, à force de poser la question et d'avoir cette réponse, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette objection? Et un des objectifs de ce webinaire, c'est pas forcément de traiter cette objection, mais c'est aussi de comprendre pourquoi elle arrive et de comprendre surtout comment on pourrait faire pour qu'elle n'arrive pas. Donc, si vous avez souvent l'objection c'est trop cher, tendez l'oreille, je pense qu'il va y avoir de bons conseils. Quand on parle du prix et quand on pose la question à des clients, pourquoi est-ce que vous avez changé de fournisseur? Eh bien, dans seulement 20% des cas, le prix est la réponse donnée. Ça veut dire que la majeure partie du temps, on ne change pas de fournisseur pour avoir moins cher ou pour une question de tarif. On change de fournisseur essentiellement parce qu'on vit une mauvaise expérience client. Pensez, vous, par exemple, à vos contrats que vous pouvez avoir pour votre téléphonie, votre informatique, etc., etc. Très souvent, vous êtes tenté de changer de fournisseur plutôt par une mauvaise expérience client. Ce qui en dit déjà long sur la perception qu'on peut avoir du prix. Le prix n'est cité que dans un cas sur cinq. Dans la vente, et notamment dans la vente B2B, il y a presque une affaire sur deux qui est perdue, non pas par un problème de prix, mais elle est perdue plutôt par méconnaissance du compte cible, par méconnaissance des personnes clés dans un compte, par méconnaissance des enjeux stratégiques, par méconnaissance des process de décision, et ce qui fait qu'on perd l'affaire. Donc, c'est pas toujours une question de prix, et très souvent d'ailleurs, ça ne l'est pas, mais je vais y revenir. Je suis Stéphane Perria, j'ai fondé une agence de business formation il y a maintenant 7 ans. Je viens de commencer ma huitième année, je suis installé à Saint-Germain-en-Laye. J'interviens dans les domaines de la vente, le management, la RSE, le digital et j'organise des team building culinaires avec, petit clin d'œil au passage, Virginie Legrand qui écoute ce webinaire. Voilà. Je vais vous prendre un exemple qui parle à tout le monde pour commencer à parler du prix. C'est l'exemple d'une petite bouteille d'eau. Voici une petite bouteille d'eau, plutôt sympa au demeurant. Et il faut comprendre comment est-ce qu'on perçoit le prix de cette petite bouteille d'eau. Si vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous trouverez régulièrement cette petite bouteille d'eau à 0,25 euros. Et c'est OK, le prix est entendable, il est acceptable et il n'y a pas de sujet sur le prix. Si vous l'achetez dans une vitrine réfrigérée, vous avez un service en plus et vous allez aussi accepter de la payer 1,50 €, 2 euros. Et pareil, c'est OK parce que vous allez avoir une bouteille qui, en plus, est fraîche. Par les temps de grande chaleur, ça peut toujours être intéressant. Et si par exemple vous vous baladez dans le désert et que vous avez vraiment, vraiment, vraiment très soif, eh ben peut-être que vous accepterez de payer cette bouteille d'eau 200 euros. Et finalement, elle vous paraîtra peut-être pas si cher que ça parce que peut-être qu'elle sera vitale. Le prix dépend du contexte. Le prix peut dépendre du contexte, à savoir supermarché, vitrine, et je me balade dans le désert, le prix de la bouteille peut dépendre du contexte. Donc le contexte va avoir une certaine influence sur le prix et sur la perception du prix. C'est une première notion qu'il faut avoir en tête. Le prix dépend aussi du marché, c'est-à-dire quelle est la tendance.
comment est positionnée la concurrence, qui sont les concurrents, quelle est la notion de demande et d'offre. En fait, le prix peut aussi dépendre du marché. Donc forcément, quand et si vous avez à créer des grilles tarifaires, si peut-être vous lancez une activité ou vous lancez des produits, il va falloir vous intéresser à votre marché pour comprendre quels sont les prix pratiqués sur le marché. Et ensuite, les prix peuvent évoluer plus ou moins, mais globalement, il y a un peu un prix marché qui me permet de donner la tendance. Donc, le prix et la perception du prix dépend aussi du marché sur lequel on est. Et si je vous emmène, pardon, en voyage, imaginons à Venise ou dans une autre destination, on pourrait prendre l'avion et ben, il y a plusieurs opérateurs qui vont pouvoir vous transporter de Paris jusqu'à Venise, plusieurs opérateurs, et bien évidemment, vous allez avoir des prix différents. Euh, on peut avoir du low cost, on peut avoir des opérateurs un peu plus chers. Les prix vont être différents. Et en fait, ce qui va faire la différence dans ce prix, finalement, c'est plutôt le service qui va être proposé. Chez certains opérateurs, bah, on va vous offrir un café et une viennoiserie. Chez d'autres, bah, vous allez le payer parce qu'il ne sera pas compris dans le prix de votre billet d'avion. Tout comme chez certains opérateurs, vous allez atterrir à un aéroport à proximité de la ville. Un autre opérateur moins cher vous fera atterrir peut-être à 20 ou 30 kilomètres. Je sais puisque je l'ai fait. Donc le prix va dépendre fortement du service proposé. Et bien évidemment, si vous voulez un service plutôt haut de gamme, vous allez accepter de facto que le prix soit un peu plus cher. Si vous acceptez un service plutôt low cost, bah, vous allez aussi accepter que le prix sera un peu moins cher. Par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est un prix low cost avec une exigence de service haut de gamme. Donc le prix peut dépendre du service proposé. Autre notion qu'il faut avoir en tête dans une relation commerciale entre un acheteur et un vendeur, la personne qui prend le risque le plus important, eh ben, c'est l'acheteur. L'acheteur prend un risque, il prend le risque de vous faire confiance, il prend le risque de tester vos produits, il prend peut-être le risque de dire à son patron et d'expliquer, de justifier à son patron pourquoi il a choisi votre prestation ou votre produit plus qu'un autre. Donc en fait, c'est l'acheteur qui prend le risque dans une relation commerciale. Donc, bien évidemment, le prix et la perception du prix va aussi dépendre du risque à prendre. Plus mon risque est important, plus je vais être vigilant. Donc, il faut avoir cette notion en tête et toujours se rappeler qui prend le risque au final. Ça aide dans la relation commerciale. Et puis, je me suis baladé à Paris dans les beaux jours, donc c'était plutôt sur juillet-août. Et si vous vous souvenez, on était en canicule. Et bah, quand vous êtes tranquillement en train de vous balader et que vous commencez votre balade et il est encore un peu tôt le matin, bah, vous n'avez pas très soif. Et puis plus ça va passer dans la journée, plus vous risquez d'avoir soif, 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 soif. Et en fait, ben, en fonction de ce niveau-là, vous allez avoir une acceptation du prix qui va être différente. Imaginez quand je commence ma balade et qu'on me propose une petite bouteille d'eau à 200 euros, il y a des chances que je dise ça va pas bien la tête. Et puis ma balade continue, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Là, je vais peut-être réfléchir. Et puis ma balade continue, continue, et du coup, je commence à avoir très, très, très soif. Et forcément, c'est un peu comme l'image du désert tout à l'heure. Ben, peut-être que je vais faire l'effort. Alors, on est d'accord qu'à Paris, je vais pas trouver des bouteilles d'eau à 200 euros. Et encore, en cherchant bien, je suis sûr qu'on y arriverait. Mais globalement, l'illustration montre que le prix va dépendre du besoin et de l'intensité du besoin. Je reviens en arrière, si vous avez vu ce film avec Leonardo DiCaprio où il demande vendez-moi ce stylo, les gens, les premières personnes à qui il le demande sont tout de suite dans un argumentaire commercial et ils essayent d'expliquer en quoi le stylo il est beau, il écrit bien, etc., etc. Il y a une chose qu'ils ne font pas, par contre, l'ami de Leonardo DiCaprio va le faire. Il va lui poser des questions. Et il va d'abord mesurer son besoin et l'intensité de son besoin. Est-ce qu'il a besoin ou pas d'un stylo pour écrire? Et éventuellement, s'il en a besoin, il va pouvoir lui proposer. Donc, le prix peut dépendre du besoin et de son intensité. Si je vais vraiment au bout de la réflexion, le prix dépend surtout du besoin et de l'intensité du besoin. Donc, dans la vente, il y a deux choses qu'il va falloir détecter chez les clients, le besoin et l'intensité du besoin.
Parce que plus le besoin va être intense, plus le rapport au prix risque aussi d'être différent. Donc ça, c'est très important comme notion. Finalement, le prix n'est pas le problème dans la vente. Dans la plupart des cas, le problème, c'est le vendeur. C'est des idées reçues, c'est une mauvaise démarche commerciale, c'est une mauvaise appréciation de la situation, c'est un mauvais travail sur les besoins et l'intensité, c'est une non prise en compte du contexte, c'est une non prise en compte des critères de décision, des processus de décision, etc., etc., etc. Très souvent dans une relation commerciale, quand on a beaucoup d'objections, c'est pas le client qui est en cause, c'est plutôt le commercial. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, parce que ça permet aussi un peu de se remettre en question et de re-challenger sa pratique commerciale. Voilà ce qui se passe très souvent. L'image, c'est un commercial qui veut absolument vendre son produit. Pourtant, elle est belle, sa voiture. Elle a quatre roues, elle a un super volant, elle est économique, elle est écologique, elle a une belle couleur, etc., etc. Donc, on surargumente. Et ça, c'est ce qui se passe très souvent dans la vente. On met le produit en avant et on essaye de tout faire pour convaincre la personne. Le problème, c'est que si vous essayez de vendre une voiture à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou pas envie, bah de toute façon, quelle que soit la voiture que vous voudrez lui vendre, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez avoir des objections. Et très souvent, pour se débarrasser de vous, s'il n'ose pas vous dire qu'il n'a pas envie de la voiture, il vous dira, OK, je vais réfléchir, ou alors il vous dira, c'est trop cher. Voilà. Donc, si on veut vendre, on commence pas par parler de ses produits et de ses services. Pourquoi? Parce que trop d'arguments entraînent des objections. Et ensuite, on est obligé de traiter et de traiter et de traiter les objections. Pourquoi est-ce qu'on a l'objection c'est trop cher, puisque je vous disais que c'est celle qui revient le plus souvent? Eh bien, dans un certain nombre de cas, c'est un mauvais ciblage. Vous n'êtes pas face aux bonnes personnes, vous n'êtes pas au bon endroit. Dans un autre, dans d'autres situations, c'est un manque d'affaires en portefeuille. Il n'y a pas assez de business, ce qui fait que chaque affaire devient l'affaire du mois. Et dans d'autres cas de figure, c'est une non-maîtrise de la méthodologie commerciale. Ce que je disais tout à l'heure, la surargumentation, la survente fait qu'on a des objections et on a surtout des objections de prix. Et ça, je peux vous aider. Prenons l'exemple du ciblage. Question que je pose très souvent en formation, mais pourquoi les magasins de luxe et le haut de gamme sont plutôt dans les quartiers chics? Bah oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas dans des quartiers moins réputés où le prix au mètre carré est beaucoup moins cher? Ils feraient quand même de sacrées économies. Bah, la réponse est simple, parce que leurs cibles sont dans ces quartiers-là. Si vous vendez un produit haut de gamme, il vaut mieux être dans un quartier où potentiellement il y a une clientèle haut de gamme. Je dis ça, je dis rien, mais je pense quand même que c'est beaucoup plus facile et tout le monde peut le comprendre. Ça paraît si évident que ça. Pour autant, il y en a qui font, il y en a qui font des erreurs. Donc le ciblage est très important. Si vous vendez un produit, même un produit à 30 euros, à une personne qui a un budget de 10 euros, et vous n'êtes pas face à la bonne cible, et vous allez avoir des objections, et on va souvent vous dire que c'est trop cher. Idem pour des prestations de services, etc., etc. Le ciblage et la qualité du ciblage, c'est quelque chose qui est indispensable dans la démarche commerciale. Beaucoup de personnes veulent vendre des produits et des services à des potentiels clients qui ne sont pas leur cible. Donc, ils ont des objections. Donc, la qualité de mon ciblage est déjà un premier élément de réponse. Autre élément de réponse, la qualité de mon portefeuille d'affaires. Si on a, par exemple, 10 affaires en portefeuille, on peut se poser la question, comment est-ce que je me sens? Bah, je me sens beaucoup plus décontracté que si j'en ai deux. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand j'ai deux affaires dans mon portefeuille, chaque affaire devient l'affaire du mois. Et là, on touche un vrai problème commercial, c'est on n'alimente pas assez les portefeuilles de business. Donc forcément, si je n'ai que deux affaires en portefeuille, chaque affaire devient l'affaire du mois. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça se voit. Ça nous met en position faible de négociation. Donc déjà, le rapport au prix est déjà pas bon. Ça nous met sous pression et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quand un commercial a très fin et qui veut absolument signer une affaire, ça se détecte, ça se ressent et c'est pas bon pour la relation commerciale. Ça fait aussi prendre de mauvaises décisions, notamment des décisions de remise commerciale, euh, qui sont très souvent pas la bonne décision à prendre.
Et puis, ça a tendance à faire tout remettre en question. Finalement, j'ai pas suffisamment prospecté, j'ai pas forcément bien ciblé, j'ai peu d'affaires dans mon portefeuille de business. Et en fait, je suis en train de me dire, bah, je suis pas bon, mon produit est pas bon, mon entreprise, elle est pas bonne, et puis les prix, ils vont pas, et puis ci, et puis ci. Et en fait, on remet tout en question. Alors qu'en fait, le point de départ, c'est déjà, bah, on n'a peut-être pas suffisamment prospecté, on n'a peut-être pas prospecté au bon endroit. Et on va peut-être commencer par ça, faire rentrer du business en portefeuille, et ce sera peut-être un peu plus simple, et on aura peut-être moins d'objections. Donc, le développement du portefeuille est aussi une réponse pour éviter les objections. Et puis, la maîtrise des techniques de vente, qu'on le veuille ou pas, la vente, c'est méthodique. La vente répond à des techniques de vente. Voilà. Euh, on ne naît pas vendeur. Alors, il y a des gens qui ont des appétences plus que d'autres, mais on ne naît pas vendeur. Par contre, on peut le devenir. Et puis ensuite, ce qui est bien dans la vente, c'est que on peut progresser tout le temps, à tout âge, et quel que soit le niveau d'expérience. Dans la vente, globalement, on peut ne jamais arrêter de progresser. Et c'est ce qui est intéressant dans ce métier. Donc, quand on maîtrise un peu les techniques de vente, bah, on utilise beaucoup bah, le questionnement et l'écoute. Le questionnement, je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel je fais travailler beaucoup de personnes, mais il y a un vrai sujet en fait. On ne sait pas où plus poser des questions et on ne pose pas assez de questions. Quand on pose des questions et surtout qu'on écoute les réponses, on connaît, on a les informations par anticipation. Quand vous avez l'information par anticipation, vous pouvez plus facilement éviter les objections, et notamment les objections de prix. Si vous savez par anticipation le budget de votre prospect, si vous savez peut-être combien il a l'habitude de payer, bah, vous allez faire une offre qui sera plus ou moins ajustée à ce budget. Voilà. Et si vous faites une offre qui est complètement décalée par rapport à son budget, je vous garantis que vous aurez l'objection, c'est trop cher. Mais vous l'aurez parce que vous n'avez pas la bonne information. Et très souvent, on n'a pas l'information parce qu'on n'a pas posé la question. Ça permet d'avoir des informations factuelles. Qui dit factuel dit incontestable. Et donc, du coup, ça permet de proposer à bon escient. Ou alors, ça permet de savoir ce qu'il ne faut pas proposer. Ça permet de détecter plus de besoins. Ça permet d'anticiper sur de futurs besoins. On est peut-être déjà dans la détection de ventes additionnelles. Donc, on est peut-être déjà en train de développer du business additionnel pour les mois ou les années à venir. Donc, si on veut éviter des objections, il faut absolument maîtriser les techniques de vente et il faut avoir de la méthodologie pour être efficace. C'est un autre point qui vous permet de ne pas avoir d'objections et d'éviter le c'est trop cher. N'oubliez jamais qu'un client n'achète pas votre produit ou votre service. Le client achète d'abord la réponse à ses besoins. Le premier job, c'est de les connaître. Et pour les connaître, il faut poser des questions. C'est pas la peine de penser à sa place, c'est pas la peine de croire que. Le premier job, c'est d'aller chercher les bonnes informations, les informations factuelles et irréfutables. Le client achète la réponse à ses besoins. Mettez-vous dans la posture de vous quand vous achetez quelque chose, mis à part des achats coup de cœur ou mis à part des achats très peu chers où le risque est très faible. Hein. Quand vous achetez quelque chose à 1 euro, le risque finalement est assez faible. Mais par contre, quand vous commencez à acheter des produits et des services avec un niveau de prix plus élevé, bah forcément, vous mettez en rapport le produit, le service et le prix de ce produit et de service avec le besoin et l'intensité de votre besoin. Bah, c'est pareil pour vos clients. Vendre, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on ne pose pas assez de questions, ce que je disais tout à l'heure, ou qu'on ne pose pas les bonnes questions. Il y a un vrai challenge par rapport à ça. Du coup, bah, quand on pose pas assez de questions ou pas les bonnes, on se raccroche rapidement à ce qu'on maîtrise le mieux, c'est-à-dire ses produits et ses services. Donc, on rentre dans une phase d'argumentation. La difficulté, c'est qu'on argumente sur des besoins qui sont peu ou mal identifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas de décision, il y a des objections et on parle très très rapidement du prix. Voilà. Quand on a mal structuré sa démarche commerciale, on a très souvent l'objection, c'est trop cher. Voilà. Et si vous l'avez parce que vos prix sont dépositionnés par rapport au marché, ben dans ce cas-là, il faut revoir votre grille tarifaire pour vous repositionner par rapport au marché. Et si vous l'avez parce que vous n'êtes pas face aux bonnes cibles,
il faut rapidement rechallenger votre ciblage. Au milieu de tout ça, on a des enjeux et des besoins. C'est ce que je vais chercher chez les clients. C'est là-dessus que va s'appuyer ma vente. Et j'irai interviewer mon client sur ses usages, sur les coûts qu'il a peut-être aujourd'hui, sur les process, sur les personnes clés de son entreprise. Bref, je vais faire ce qu'on appelle une vraie découverte client. Et plus j'ai d'informations, moins j'ai d'objections. Donc, il faut absolument mettre en place une méthodologie commerciale efficace. Comme je vous le dis, vous voyez bien que si votre client n'a pas de besoin ou des besoins très faibles, s'il n'est pas OK sur votre offre technique, si par exemple il trouve que votre produit ne correspond pas à ses attentes, ou il trouve que c'est trop compliqué, ou il trouve que il va falloir faire trop d'efforts pour l'acquérir, etc. Bref, s'il n'est pas OK sur votre offre technique, j'en reviens tout à l'heure à la voiture, si vous n'êtes pas OK pour acheter la voiture, ce sera pas un problème de prix. Autre point, si le client n'a pas confiance, et la confiance, ça se construit, si le client n'a pas confiance en vous, ou s'il a aucune raison de payer un peu plus cher par rapport à ce qui se fait sur le marché, bah, vous comprenez bien que le prix n'est pas le problème en fait. Le prix est souvent un faux problème d'ailleurs. Le problème, il est plutôt dans la démarche commerciale. Donc, il va falloir impacter positivement dès le début. Quand je vous parle de confiance, la confiance, elle peut déjà s'acquérir dans les premiers instants d'un entretien de vente ou simplement dans la prise de rendez-vous ou dans la rencontre. Donc, il faut impacter positivement. Je fais travailler énormément les pitchs commerciaux et croyez-moi, quand vous travaillez votre pitch, quand vous changez votre pitch, ça peut fortement changer le rapport de confiance déjà qu'on impacte. Vous le savez peut-être pas, mais il y a des ventes qui sont perdues dans les 5 premières minutes. Voilà. Et parfois, on s'en rend pas compte, mais simplement parce que l'impact et la confiance n'a pas été créé dès le début, la crédibilité n'a pas été créée dès le début. Donc tout de suite, le client a un doute. Et ça, c'est pas bon pour la suite. Ça peut se rattraper, mais ça commence pas forcément très très bien. Il faut valider les besoins, donc je reviens pas sur le fait de devoir structurer son approche commerciale, poser des questions, poser les bonnes questions, et puis il faut valoriser l'offre en fonction de ses besoins. C'est un grand basique de la vente. Moi, je me demande pourquoi tout le monde, beaucoup de personnes l'oublient en tout cas. Donc il faut valoriser son offre en fonction de ses besoins. Ça veut dire aussi que je maîtrise parfaitement mon offre. Je maîtrise mes produits, je maîtrise mes services. Ça, c'est QFD. Et puis, il est de bon ton parfois de déplacer la négociation commerciale. Je vois malheureusement beaucoup de personnes qui négocient sur les prix, qui tirent les prix, mais qui n'ont pas forcément bien structuré leur offre et leur proposition commerciale, ce qui fait que dès qu'ils se font attaquer sur les prix, ça a tout de suite un impact très fort. Il faut arriver à déplacer la négociation, déplacer le jeu de la négociation. Ça peut être par exemple d'aller échanger, discuter sur des options. euh, et éventuellement, est-ce que là, fondamentalement, j'ai besoin des fraises dans ma glace? Si je veux juste une glace, bah, je ferai enlever la chantilly et les fraises. Ou si je veux la glace à la chantilly, bah, je ferai enlever les fraises. Mais par contre, le vendeur m'a proposé la glace la plus jolie, la plus sympa et la plus gourmande. Après, on va discuter. Mais vous voyez, on va pas discuter du principe de la glace finalement. On va discuter du principe de la chantilly et des fraises. Mais le principe de la glace, elle est déjà vendue. Donc, c'est des techniques aussi de négociation pour déplacer la négo sur des sujets qui ont moins d'impact et qui remettent pas en question le principe déjà de travailler ensemble. Maintenant, on va parler peut-être un peu des accessoires, on va parler peut-être de certaines clauses du contrat. Mais on déplace sur le prix principal. Dans ma glace, le prix principal, il est dans la glace, il n'est pas dans les fraises. Il y a des règles d'or dans la négociation. La première, c'est commencer par une exigence initiale élevée, une règle qui est souvent oubliée d'ailleurs. Il y a 5 règles d'or dans cette négociation et je vous donne la première. Et effectivement, si on voulait la suite, je me ferais un grand plaisir de faire une formation à la négociation commerciale. Voilà.
Je mets en place des formations pour les PME, PMI, grands comptes. Ce sont des formations qui sont 100% sur mesure. Quelques exemples que j'ai récemment mis en place dans des entreprises sur tout secteur d'activité. Et puis en rouge, ce sont des formations autour du management, voilà, que je mets en place aussi régulièrement pour des équipes de managers commerciaux ou autres types de managers. Si vous êtes plutôt un indépendant, j'organise des sessions de formation dans mes bureaux à Saint-Germain-en-Laye qui peuvent se suivre aussi à distance. Ici, vous avez 10 programmes. Chaque programme, c'est une demi-journée. Chaque demi-journée traite d'une compétence particulière. Vous pouvez choisir un programme, 3, 4, 5, 10, peu importe. Et ensuite, je fais des groupes, des petits groupes de 4 personnes maximum pour qu'on puisse traiter le sujet. Vous repartez avec des clés. Je dis souvent que mes formations sont simples et pragmatiques. L'objectif, c'est de se mettre en action vite et fort. Ce qui n'a pas changé, c'est que la panthère est toujours l'animal totem de mon entreprise, et ce depuis plus de 7 ans maintenant. Elle est agile, patiente, efficace, et la panthère, elle est toujours prête. Je termine ce webinaire en vous disant, soyez toujours prêts à vendre, à négocier. Et le meilleur moyen de traiter les objections, vous avez compris, c'est de tout faire pour pas en avoir. Je vous souhaite une super journée. Merci de votre participation et de votre écoute et à très bientôt.